Lorsqu'on évoque le trafic et la vente de marijuana aux États-Unis à la fin du XXe siècle, ce sont sans doute les cartels colombiens et mexicains qui fournissent ces produits depuis leur pays vers les États-Unis qui viennent immédiatement à l'esprit. Cependant, peu de gens savent qu'à la même époque, il existait aux États-Unis une organisation qui produisait autant, voire plus, de marijuana que ce que les Colombiens et les Mexicains importaient. Sous le nez des autorités, elle récoltait des centaines de tonnes de drogue dans des champs répartis sur presque tout le sud-est du pays. Elle avait sa propre variété de marijuana, son code du silence et, plus tard, et comme souvent, un surnom inventé par les journalistes. Découvrez la Cornbread Mafia du mauvais côté de la loi. Notre histoire commence dans le Kentucky, un État fondé au XVIIIe siècle par des catholiques persécutés du Maryland. 200 ans plus tard, en particulier dans le comté de Marion, une industrie de la distillation s'est développée, devenant pratiquement la base de l'économie. Des centaines de familles catholiques du comté vivaient uniquement de leur travail dans les distilleries. Cela est devenu particulièrement visible lorsque la prohibition est arrivée suite à la Grande Dépression. Les nouvelles règles ont laissé les minorités catholiques et protestantes de Marion sans travail. Personne ne leur a proposé d'alternatives décentes, alors les gens ont commencé à les chercher eux-mêmes. Les habitants du comté ont décidé que la seule loi qui pouvait dicter leurs règles était la loi de Dieu, et comme il n'y avait aucune interdiction de vendre de l'alcool dans les Saintes Écritures, les instructions du Congrès pouvaient être ignorées. C'est ainsi que la contrebande d'alcool a prospéré à Marion, avec toutes les conséquences que cela impliquait. Guerre avec les inspecteurs, fusillade entre la police et les gangsters qui tentent de libérer le bourbon des entrepôts des distilleries, et découverte d'énormes alambics clandestins qui dépassaient la taille des distilleries légales de l'époque précédant la prohibition. Peu à peu, le comté de Marion est devenu un centre réputé pour la production illégale d'alcool, attirant à la fois les criminels et les forces de l'ordre. Pendant la Prohibition, les distillateurs clandestins ont prospéré dans tous les États-Unis, en particulier entre les fleuves Mississippi et Ohio, mais le Kentucky avait des avantages. La proximité des villes du Nord telles que Détroit, Chicago et Cleveland, ainsi que la connaissance du process de distillation commerciale. Alors que la plupart des distillateurs clandestins utilisaient des alambics rudimentaires, ne produisant qu'environ 190 litres par jour, ceux du comté de Marion utilisaient des alambics à vapeur, capables d'atteindre jusqu'à 1100 litres quotidiens. Selon la tradition locale, Al Capone lui-même aurait visité les distilleries clandestines locales lors de ses voyages à Louisville afin d'établir une coopération. Lorsque Capone traversa le comté de Marion en mai 1932 pour se rendre à la prison fédérale d'Atlanta, les distillateurs clandestins locaux se massèrent le long de la voie ferrée pour dire au revoir à l'homme qui leur avait aidé à gagner leur vie. Alors que le train passait à toute vitesse, ils levèrent leur cruche de whisky en signe d'hommage. Un an plus tard, une autre célébrité du monde criminel fit escale dans le comté de Marion, John Dillinger, récemment libéré de prison. Au cours de l'été 1933, Dillinger a utilisé le comté comme base pour des braquages de banques dans l'Indiana et l'Ohio, et le 11 août 1933, alors qu'il venait du Kentucky, Dillinger a braqué une banque à Gravel Switch, dans la partie est du comté, avec l'aide des habitants locaux. Le comté de Marion est devenu un refuge attrayant pour les criminels, car les habitants gardaient le silence. Après de nombreux raids dans les fermes, ils ont compris que cacher la vérité était leur seule protection contre les inspecteurs de la prohibition, ce qui a conduit à un code tacite du silence transmis de génération en génération. Après l'abrogation de la prohibition en 1933, le comté de Marion n'a pas cessé de produire de l'alcool illégal, même pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque le gouvernement a rationné le sucre, un ingrédient essentiel à la fabrication de l'alcool de contrebande. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les agriculteurs de différentes régions des États-Unis, à la demande du gouvernement fédéral, ont cultivé du chanvre à des fins militaires, même si le chanvre et la marijuana destinés à la consommation étaient interdits depuis 1937. En effet, la marine américaine avait besoin de cordages fabriqués à partir de fibres de chanvre, et son principal fournisseur, les Philippines, avait été perdu en 1941. Sur les 9 États qui cultivaient du chanvre, seul le Kentucky fournissait des graines, qui étaient ensuite plantées dans des régions tropicales où la saison de croissance était plus longue, comme le Brésil et Hawaï. En 1942, le comté de Marion était censé produire des graines pour 200 000 hectares de chanvre. Bien qu'il n'ait jamais vu cette culture auparavant, les jeunes hommes du comté de Marion, qui n'avaient pas été envoyés au front, travaillaient dans les champs, entretenant des hectares de chanvre. Après la récolte à l'automne, ils ont passé les tiges de chanvre dans une batteuse qui séparait les graines du reste. Et comme le gouvernement ne voulait que les graines, les agriculteurs ont brûlé tout le reste. Les agriculteurs ont rapidement réalisé que brûler cette culture leur procurait une sensation étrange, et ce fut le premier pas vers la production massive de marijuana par les habitants de la région.
Cependant, l'apparition de cet effet peut susciter quelques doutes, car les spécialistes affirment que le chanvre industriel ne contient pas suffisamment de tétrahydrocannabinol, ou THC, pour produire des effets psychotropes. Ici, nous ne pouvons que nous fier aux témoignages des personnes qui ont travaillé là-bas et qui ont partagé leurs souvenirs. Pour comprendre le contexte des événements dont nous allons parler, il est important de garder à l'esprit que, premièrement, depuis l'époque de la contrebande d'alcool, les habitants du comté de Marion ont l'habitude de faire passer les liens familiaux et l'entraide avant la loi. Et deuxièmement, qu'ils avaient déjà de l'expérience dans la culture de la marijuana, mais que la variété qu'ils produisaient était de trop mauvaise qualité pour être consommée comme drogue. Le problème de la marijuana du Kentucky sera résolu par le personnage central de notre histoire, et voici donc Johnny Boone. Johnny Boone a passé son enfance dans une ferme située sur Bloomfield Road, à Washington, qui appartenait à la famille de sa mère. Son père, Daniel Boone, était un tyran domestique et un alcoolique. Une bonne journée pour Johnny et ses frères et sœurs était celle où leur père s'endormait avant leur retour de l'école. Sinon, les enfants de Daniel Boone devaient se cacher sous leur lit ou sauter par la fenêtre pour échapper à la ceinture de leur père. Leur mère avait également la vie dure. Johnny se souvient toujours du jour où son père l'avait battu avec une canne à pêche et où le petit Johnny avait emmené sa mère chez le médecin pour qu'on lui retire un hameçon de la joue. Dans sa recherche d'un repère masculin, Johnny Boone se rapprochait de son grand-père maternel, Poss Walker, propriétaire de vastes terres agricoles familiales. Poss, marqué par les années de prohibition, avait trouvé des moyens détournés pour garder la ferme à flot, distillation clandestine, trafic divers et autres combines qu'il jugeait nécessaires pour maintenir la ferme. Il intégra ses activités à l'éducation de son petit-fils, enseignant au jeune Boone des savoir-faire qui ne donnaient droit à aucune récompense. En plus de la fabrication d'alcool de contrebande, Walker apprit à Boone à cultiver du tabac au-delà des quotas autorisés, une pratique là encore réprimée par le gouvernement. Walker a aidé son petit-fils de 11 ans à cultiver 0,7 acres de tabac, ce qui lui a valu la 7e place au concours départemental de culture du tabac pour les jeunes. En 1958, à l'âge de 15 ans, Johnny Boone a remporté le championnat d'État 4H en élevage ovin, recevant comme prix un voyage à Chicago pour le Congrès national 4H. En 1960, Boone a de nouveau conquis le Kentucky avec son tabac, devenant ainsi double champion de l'État. Son projet de tabac primé couvrait 2,6 acres qu'il arrosait lui-même et dont il récoltait avec minutie chaque pouce et chaque feuille. Johnny Boone a obtenu son diplôme d'études secondaires en 1961 en tant que footballeur talentueux et 6e de sa classe si on en suit son assiduité. Le journal local le voyait déjà étudiant à l'université du Kentucky, mais le destin en décida autrement. Malgré son intelligence et son ambition, Johnny Boone a fondé une famille et est resté à la ferme pour perpétuer la tradition de son grand-père. Après s'être marié et avoir renoncé à l'université, Johnny Boone s'est lancé dans l'agriculture et la fabrication d'alcool de contrebande pour subvenir aux besoins de sa famille. Bien que sa maison et ses terres se trouvaient dans le comté de Washington, Boone était attiré par le comté de Marion, où certaines personnes considéraient le respect de certaines lois comme facultatif. À partir des années 1960, le comté de Marion a décidé à expérimenter discrètement la culture de marijuana destinée à la vente. Cette initiative a été motivée par le retour des vétérans de la guerre du Vietnam dans le comté. Johnny Boone n'a jamais combattu pendant la guerre du Vietnam, mais il a appris les événements de ces années-là grâce au vétéran Bobby Joe Shoemaker. Ce dernier lui a parlé de la brutalité et de l'absence de règles sur le champ de bataille qui ont inévitablement marqué les valeurs morales et l'état d'esprit des personnes comme Bob. Cette expérience a préparé Shoemaker et d'autres vétérans à vivre dans un monde sans règles, où l'honnêteté menait à la pauvreté et l'anarchie à la richesse. Le retour des vétérans du Vietnam a aidé les éléments criminels du comté de Marion à établir des liens avec un réseau national de vétérans. Ce réseau clandestin a contribué à l'essor de la culture et de la vente de marijuana dans le comté de Marion qui était livré à des clients dans tout le pays. Des agriculteurs expérimentés ont mis à profit leur expertise dans la culture de tabac et leur participation à des programmes agricoles pour cultiver de la marijuana et à un moment donné, Boone, influencé par son environnement, est devenu l'un d'entre eux. Il a commencé à cultiver de la marijuana, mais cela ne suffisait pas, car, comme nous nous en souvenons, la marijuana locale ne contenait pas assez de THC pour être compétitive sur un marché en pleine expansion. Il fallait créer une nouvelle variété adaptée à la consommation et au climat du Kentucky. Pour Boone, c'était un véritable défi et il l'a relevé. Boone a commencé à expérimenter la génétique du cannabis, mais il ne l'a pas fait seul. Son partenaire était un homme qui parcourait le monde à la recherche de variétés de marijuana de haute qualité. Nous ne savons toujours pas qui était ce mystérieux assistant, ni d'où il venait, ni quel âge il avait. Dans les sources concernant la Cornbread Mafia, il est souvent simplement appelé Monsieur X.
C'est ainsi que l'expérience de Boone a commencé. Il avait deux tâches à accomplir. Premièrement, adapter les graines aux conditions du Kentucky. Et deuxièmement, augmenter la teneur en THC de la marijuana. Monsieur X a fourni à Boone des graines de marijuana provenant de différentes parties du monde. Au début, il s'agissait de variétés mexicaines et colombiennes, puis de graines provenant d'Inde, du Pakistan, du Moyen-Orient, de Kaboul et d'Afghanistan. Avec le temps, il mit même la main quelque part sur une variété de marijuana supposément originaire de Russie. Avec le soutien de Monsieur X, Boone a croisé différentes variétés avec celle que l'on appelle le plus souvent Indica, en essayant d'obtenir une variété qui pourrait pousser pleinement dans le Kentucky et qui ne serait pas inférieure aux produits importés. En conséquence, Indica et Sativa ont été utilisés comme base pour la nouvelle variété, mais on ne sait pas ce qui a été ajouté d'autre pendant le processus de sélection. Finalement, Johnny Boone a atteint son objectif. Après 7 ans d'expérimentation, il a développé sa propre variété de marijuana appelée Kentucky Bluegrass, qui s'est rapidement répandue parmi les agriculteurs locaux. Une fois la marijuana cultivée et récoltée, elle devait passer par une étape de transformation appelée le manucurage. Johnny Boone lui-même décrivait cette tâche longue et fastidieuse comme suit. Il faut arracher plusieurs centaines de kilos d'herbes du champ, puis s'asseoir sur des seaux et des chaises et en retirer toutes les brindilles et les débris. Il faut s'asseoir de nouveau, s'asseoir et s'asseoir, bon sang. Ce travail d'endurance, s'asseoir, trier et recommencer, devenait bien plus supportable lorsqu'il était fait en groupe. Le travail de manucurage de la marijuana consistait à rester assis pendant de longues heures et à couper les bourgeons à la main, n'étant effectué que par des personnes de confiance qui savaient garder le silence. Ce travail monotone obligeait des personnes qui, normalement, ne passaient pas beaucoup de temps ensemble à se supporter plus longtemps que beaucoup ne l'auraient cru possible. Et comme nous le savons, plus on passe de temps avec quelqu'un, plus on commence à lui faire confiance. C'était probablement quelque chose comme ça. Tout en coupant les bourgeons des tiges, assis dans une grange, un groupe d'hommes est devenu l'équipe qui allait former le nœud de la future Cornbread Mafia. Parmi les participants à ces réunions se trouvaient les fils de l'ancien bottle-gagger Squire Bickett, Joe et Jimmy, qui avaient été impliqués dans diverses aventures criminelles depuis leur enfance. Bobby Joe Shoemaker et Garland Russell ont également rejoint l'équipe. Garland Russell n'était pas originaire de la région et on sait peu de choses sur sa vie avant son arrivée à Marion. C'était un criminel expérimenté qui avait déjà fait de la prison. Garland Russell était un homme très dur. Il a été accepté dans la Cornbread Mafia, qui à l'époque n'avait pas encore de nom, uniquement sur la base du principe suivant. Puisque ce psychopathe est là, mieux vaut qu'il soit avec nous plutôt que contre nous. Cependant, bien que la réputation de Russell ait aidé dans les affaires, sa colère et sa propension à la violence causaient souvent des problèmes. Par exemple, une fois, lorsque les jeunes du Cornbread Mafia ont découvert que quelqu'un volait des plantes sur leur parcelle près de la rivière Rolling Fork, Russell a rassemblé l'équipe et, armés de fusils, ils ont traversé la rivière pour punir la famille qu'ils soupçonnaient d'avoir volé de la marijuana. Ils ont ouvert le feu sur la maison, brisé les fenêtres, endommagé une voiture et tué un chien. Mais cela ne suffisait pas à Russell, il défonça la porte et menaça de tuer tout le monde, enfants et personnes âgées compris, avant d'être maîtrisé par ses propres hommes. À la fin des années 1970, Russell a été impliqué dans une autre fusillade et a disparu, après quoi ni la police ni ses proches n'ont pu le retrouver. Mais ses filles, qui espéraient hériter de sa fortune, n'ont pas pu prouver sa mort. Personne ne sait ce qui est arrivé à Garland Russell, et si quelqu'un le sait, il garde le silence. Effectivement, selon une théorie, il aurait été le premier à inventer le terme Cornbread Mafia. Bien que ce nom ne devait pas être pris au sérieux, c'était comme si un groupe de garçons qui volaient des bonbons dans un kiosque pour s'amuser s'appelait eux-mêmes mafiosi. Mais pourquoi s'appelle-t-elle la Cornbread Mafia? Parce que l'une des méthodes les plus courantes pour dissimuler la marijuana consistait à la planter dans des champs de maïs. Mis à part des personnages tels que Garland Russell, la soi-disant Cornbread Mafia était principalement composée d'agriculteurs ordinaires et d'anciens contrebandiers qui faisaient simplement des affaires dans un contexte de chômage terrible. La veille de Noël 1980, Nimi Gaslock, journaliste au Lebanon Enterprise, a interrogé un groupe d'au moins 40 personnes réunies au tribunal du comté pour demander des allocations chômage, et les informations qu'elle a recueillies étaient floues. Voici le témoignage d'un homme. J'ai 4 jeunes enfants, je n'ai pas travaillé depuis juillet, j'ai cherché du travail partout mais personne n'embauche, et il faut payer les factures. C'est difficile de ne pas pouvoir rendre mes enfants heureux pour Noël. Une mère de 7 enfants qui a perdu son emploi une semaine avant les fêtes a admis qu'il n'aurait pas de sapin de Noël cette année, mais a ajouté « Nous avons moins de chance que certains, beaucoup n'ont rien du tout ». En bref, pour beaucoup, cultiver ou transporter de la marijuana était leur dernière chance de nourrir leur famille, et les gens étaient prêts à le faire. Ils sont devenus membres d'une communauté qui sera plus tard décrite comme une organisation hiérarchique et dangereuse, mais qui était en fait une simple association d'hommes produisant et exportant un produit sans division entre patrons, capots et conciliéries, sans rituel et sans répartition claire des tâches.
Pour être plus clair, imaginez que plusieurs maisons d'un village décident de cultiver des pommes de terre pour une chaîne de restaurants et, se répartissant en équipes, plantent d'immenses champs. Ceux qui savent creuser et cultiver la terre, ceux qui ont un camion et des relations livrent le produit final, et ceux qui savent à la fois creuser et conduire font les deux à tour de rôle. Seulement, dans notre cas, il fallait garder le silence sur ces champs de pommes de terre et il valait mieux les transporter par des routes secondaires, celles que les contrebandiers empruntaient il y a quelques années. L'idée que la Cornbread Mafia était une organisation redoutable a été développée par la presse, généreusement alimentée par la DEA. De plus, Johnny Boone, l'un des membres les plus célèbres de cette organisation, avait vraiment l'air d'un chef mafieux sérieux. Aux yeux du public, il correspondait parfaitement à l'image physique supposée d'un homme à la tête d'une organisation criminelle exerçant un contrôle absolu sur ses employés. Cependant, son ami Joe Bickett a fait remarquer qu'il ressemblait davantage au Père Noël. Selon Bickett, Boone était honnête dans ses paiements et si vous étiez son ami, je peux vous assurer qu'il vous soutenait. Si les agriculteurs de Marion et les mafieux que nous connaissons avaient quelque chose en commun, c'était l'omerta, le silence, même si les agriculteurs ne savaient pas ce qu'ils observaient était l'omerta, mais cela n'a pas d'importance. La mafia italienne exigeait de ses membres qu'ils ne coopèrent en aucun cas avec la justice et ne révèlent pas les secrets de l'organisation. Les membres de la Cornbread Mafia respectaient également ce code du silence avec une telle rigueur que même la mafia sicilienne en aurait été jalouse. Vous le constaterez par vous-même lorsque nous aborderons les dernières années de l'organisation. Pour l'instant, notons simplement que la Cornbread Mafia était largement basée sur l'entraide. Comme l'a rappelé l'un des participants, un groupe pouvait avoir une récolte dans le Tennessee, un autre en Virginie occidentale et un troisième dans l'Indiana. Les membres de la Cornbread Mafia ont été sûrs qu'un groupe donnerait un certain pourcentage de sa récolte en échange d'un certain pourcentage de celle d'une autre. Ainsi, si une récolte échouait dans le Tennessee, le groupe pouvait toujours compter sur un pourcentage de la récolte d'un autre État. Il s'agissait d'une sorte de police d'assurance qui empêchait la perte totale de la récolte. Depuis que les expériences génétiques de Boone ont commencé à donner de bons résultats, le statut du cannabis du Kentucky sur le marché a progressivement évolué, passant de « bon uniquement pour le bétail » à « bref, il n'est pas pire que celui de Californie et il coûte 2 fois moins cher ». Le seul inconvénient en tant que produit de base était le préjugé des acheteurs, qui avaient l'habitude de considérer le produit de Marion comme du foin, inapproprié à la consommation. Pour lutter contre cela, les producteurs du comté de Marion ont modifié l'apparence de leurs produits et l'ont vendu sous différents noms. Ils ont utilisé diverses méthodes pour imiter les caractéristiques de l'herbe jamaïcaine et colombienne. Cependant, à mesure que les producteurs du Kentucky amélioraient leurs compétences et que les informations sur la qualité de la variété Bluegrass se répandaient, ils ont cessé de déguiser leurs produits. La marijuana du Kentucky a commencé à se vendre toute seule. Certains distributeurs traitaient une tonne de marijuana du Kentucky par semaine. Les gros acheteurs faisaient la précommande de la récolte, finançant les semences, les engrais et la culture. En bref, les affaires étaient florissantes. Bien sûr, il est difficile de rester longtemps indétectable lorsque les résultats de vos activités occupent d'immenses champs dispersés dans différentes parties du comté. La police a soupçonné pour la première fois que de l'herbe secrète était cultivée dans le comté de Marion le 10 juillet 1973, lorsqu'un policier de Lebanon, dans le Kentucky, a arrêté une voiture dans laquelle il a trouvé 60 sacs en papier brun contenant un produit à l'odeur caractéristique. Le policier a estimé que chaque sac contenait suffisamment de marijuana pour fabriquer 100 joints, d'une valeur de 1 $ chacun, ce qui représentait une saisie totale d'une valeur de 6 000 $. En 1976, la police a découvert pour la première fois l'activité de Johnny Boone dans le domaine du cannabis. Voici comment cela s'est passé. Un jour, Johnny Boone a découvert qu'un voleur s'était introduit dans sa ferme du comté de Washington et avait volé toute une rangée de marijuana dans son champ. Boone a décidé de tendre une embuscade au voleur et a passé toute la nuit à surveiller sa propriété avec son partenaire le plus fidèle, son fils de 10 ans, Jeffrey. Pendant ce temps, à quelques kilomètres de là, un policier d'État a arrêté une voiture pour excès de vitesse et le conducteur s'est avéré être le même homme qui avait volé la plantation de Boone. Le conducteur n'était pas idiot et a négocié son amende pour excès de vitesse en échange de l'emplacement de la meilleure plantation de marijuana qu'il ait jamais vue. Le policier se rendit donc à la ferme de Johnny Boone et s'arrêta juste devant la barrière du bétail, à une trentaine de mètres de l'endroit où Boone se cachait dans l'obscurité avec son fils et son fusil. Au début, Boone crut avoir trouvé son voleur, mais heureusement pour tout le monde, les policiers s'identifièrent avant que Johnny n'utilise son fusil. Ce n'était pas la première fois que Boone avait des démêlés avec la justice. À la fin des années 1960, Boone avait déjà été arrêté avec un fermier du comté de Marion alors qu'il était surpris en train de fabriquer du whisky, ce qui n'était pas tout à fait légal car il ne payait pas d'impôt sur cette activité. Cependant, cette fois-ci, les activités de Boone étaient beaucoup plus impressionnantes. Ainsi, à l'automne 1976, lorsque la police s'est approchée de son précieux terrain couvert d'herbe, Johnny Boone n'a pas paniqué ni essayé de nier quoi que ce soit. Il s'est simplement rendu
et la police d'État a découvert l'une des premières fermes où était cultivé le bluegrass du Kentucky, de plus en plus populaire. Cette fois-ci, Boone a réussi à éviter l'arrestation, mais ce n'était pas une victoire définitive. Dans les années 1970, la Cornbread Mafia a réussi à 1. Former une alliance d'agriculteurs, 2. Mettre sur le marché un produit compétitif, et 3. Attirer l'attention de la police. Certains de ses membres se sont déjà retrouvés derrière les barreaux. Les années 1980 ne furent pas moins mouvementées. Pour commencer, le jeu du chat et de la souris avec la police, les agents fédéraux et la DEA se poursuivit. Mais malgré le fait que les rangs de la Cornbread Mafia s'étaient visiblement éclaircis, la production de marijuana dans le Kentucky, elle, ne s'était jamais arrêtée. En réponse à la menace spécifique pour l'ordre public émanant du comté de Marion, la police d'État du Kentucky fut l'une des premières du pays à utiliser des hélicoptères pour détecter les cultures illégales. En 1980, en une semaine seulement, la police de l'État du Kentucky, avec le soutien d'un hélicoptère du comté de Jefferson, a découvert et détruit plus de 45 acres de marijuana dans le comté de Marion et 20 acres supplémentaires dans le comté voisin de Washington. Parfois, aucune technologie particulière n'était nécessaire pour attraper les contrevenants. Il suffisait des relations qui unissaient l'ensemble de la Cornbread Mafia. Par exemple, en 1983, 5 fermes ont été découvertes simultanément dans la région du comté de Hart. Tout a commencé lorsqu'un homme du comté de Raywick, nommé Chip, a présenté un groupe d'hommes du comté de Marion à des personnes du comté de Hart. Son équipe comprenait le neveu du gouverneur Louis Nunn, Donnie Nunn, qui a montré à ses amis certains des endroits où la marijuana était cultivée. Ces amis se sont avérés être des agents des forces de l'ordre qui ont arrêté sans ménagement les agriculteurs qui avaient planté plus de 22 000 plants dans 5 champs. Le bureau du procureur fédéral de Bowling Green tenta de convaincre plusieurs des hommes arrêtés de dénoncer le reste de l'équipe. En vain, personne ne voulait parler. Ils allèrent jusqu'à offrir l'immunité à l'un d'eux et le convoquèrent devant un grand jury, mais il refusa malgré tout de livrer les autres. Cependant, tous les agriculteurs du Kentucky ne virent pas leur situation se détériorer, du moins pas tout de suite. En 1980, à une époque où de nombreux membres de la Cornbread Mafia échappaient désespérément aux raids fédéraux, Bobby Joe Shoemaker cherchait des opportunités d'extension. D'une manière ou d'une autre, les forces de l'ordre n'ont pas réussi à détecter les grandes cultures qu'il gérait. Au lieu de vendre de l'herbe sur le marché local, il a établi des contacts dans le sud de la Floride, où il expédiait toute sa récolte. Les acheteurs en Floride mélangeaient la marijuana du Kentucky avec de l'herbe importée et l'expédiaient à travers le pays. Bien que les raids de 1980 aient ralenti la production locale de cannabis dans le Kentucky, la demande est restée forte. Bobby Joe et ses complices ont saisi l'occasion et ont également organisé des expéditions de cannabis depuis l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud grâce à leurs contacts en Floride. À peu près à la même époque, il y a eu une émigration massive de Cubains vers les États-Unis via le port de Mariel. Le président cubain Fidel Castro a autorisé tous ceux qui le souhaitaient après que des milliers de Cubains aient tenté de trouver refuge à l'ambassade du Pérou. L'arrivée des réfugiés a posé un problème au président Jimmy Carter, surtout après qu'il a révélé que certains d'entre eux étaient des criminels condamnés. Les expéditions depuis Mariel ont été suspendues en octobre 1980. Mais plus de 100 000 Cubains étaient déjà arrivés en Floride, ce qui a représenté une charge énorme pour les gardes-côtes américains. Bobby Joe et d'autres passeurs ont saisi l'occasion pour transporter de la marijuana aux États-Unis, sachant que les sécurités étaient occupées avec les réfugiés cubains. Il a établi des liens avec des passeurs qui livraient des bateaux contenant de la marijuana colombienne dans la région de Key West. Pour transporter la marijuana vers le continent, Bobby Joe a mis au point un plan astucieux. Dans le Kentucky, il acheta des camionnettes d'occasion équipées de boîtes à outils et de matériel de construction. Afin de faire passer les transporteurs de marijuana pour des camions citernes ordinaires, leurs camions étaient délibérément salis et éclaboussés de diesel, d'huile et de graisse, et des réservoirs de carburant factices étaient boulonnés à la carrosserie de chaque camion pour dissimuler les caisses en bois contenant la marijuana. Les chauffeurs portaient des vêtements de travail sales et grâce à ce déguisement astucieux, les camions chargés de marijuana ont quitté leur cachette et se sont dirigés vers le Kentucky. Les gardes, concentrés sur les réfugiés cubains, ont laissé les camions de chantier sales passer les points de contrôle sans poser de questions. Bobby Joe s'est rapidement rendu compte qu'il pouvait gagner plus d'argent en faisant de la contrebande qu'en cultivant de la marijuana. Il a alors renforcé ses liens avec des contrebandiers en Floride qui lui fournissaient autant d'herbe qu'il pouvait en distribuer. Bobby Joe et son nouveau partenaire, dont nous ignorons le nom, ont acheté 2 bateaux pour transporter des cigarettes et ont noué des liens avec des contrebandiers qui livraient de la marijuana dans le golfe du Mexique. Là, les 2 bateaux ont transporté chacun 4000 livres de marijuana jusqu'à Everglades City, d'où des semi-remorques ont acheminé ces énormes cargaisons vers le nord jusqu'à Atlanta et le Kentucky. Au cours de cette opération, Bobby Joe et son équipe ont introduit environ 50 000 livres de cannabis aux États-Unis.
À Saint-Augustine, en Floride, Bobby Joe a organisé une autre opération de contrebande, une nouvelle opération utilisant des bateaux de pêche aux crevettes pour transporter de la marijuana depuis un navire base au large. Mais cette fois, la chance ne fut pas au rendez-vous. En 1985, 30 témoins de Floride et de Géorgie l'ont dénoncé, lui et ses complices, aux agents fédéraux, affirmant que Bobby Joe Shoemaker avait pris plus de 1000 livres de marijuana sur le navire et les avait transportés par camion jusqu'au Kentucky. Lorsqu'ils ont été reconnus coupables, Shoemaker a payé sa caution de 250 000 $ et s'est enfui. Même en cavale, Shoemaker a continué à diriger un réseau de plantations de marijuana dans plusieurs États jusqu'en mai 1989, date à laquelle la police l'a arrêté dans une station balnéaire au Canada. Mais revenons un peu en arrière. Le 23 octobre 1987, le petit monde de la Cornbread Mafia a été secoué par un événement qui a considérablement entamé son moral. Ce jour-là, les forces de l'ordre du Minnesota ont obtenu un mandat de perquisition pour une ferme située dans le comté d'Ottertail. Un système sophistiqué de culture, de transformation et de conditionnement de marijuana a été découvert dans cette ferme. L'herbe poussait dans un champ de maïs et les bâtiments et les silos à grains étaient remplis à pleine capacité. La grange abritait un centre de transformation comprenant des équipements pour sécher, couper, trier et emballer la marijuana. Des sacs de marijuana emballés ont été trouvés, le volume total d'herbe étant estimé à pas moins de 45 tonnes. Le deuxième étage de la grange abritait un espace de travail avec des radios, des cigarettes et des boissons. Des sacs de couchage et des lits de camp ont également été trouvés dans la grange. La maison servait en quelque sorte de dortoir pour les travailleurs. À la suite de cette descente, 62 camions-bennes ont été emmenés avec de la marijuana et 17 résidents du Kentucky ont été arrêtés, dont Johnny Boone que nous connaissons déjà. Pendant que Johnny Boone et ses ouvriers étaient enfermés dans leur cellule exiguë du Minnesota, les enquêteurs fédéraux ont commencé à comprendre l'ampleur des activités de la Cornbread Mafia. Bien que la saisie des 45 tonnes dans le Minnesota ait été la plus importante de l'histoire de l'État, il s'est avéré qu'elle n'était pas la seule. Les enquêteurs ont commencé à établir des liens avec un réseau de fermes dans différents États. En 1987, la Drug Enforcement Administration était convaincue que la grande majorité de la marijuana vendue en Amérique était introduite clandestinement depuis la frontière sud, mais la ferme de Johnny Boone a ouvert les yeux des agents sur une menace qu'ils avaient négligée, un immense empire de culture de marijuana juste sous leur nez. Les enquêteurs ont bombardé de questions les habitants du Kentucky, qui ne pouvaient pas ignorer l'existence de la Cornbread Mafia, mais sans résultat. Bien que les habitants du Kentucky se montrassent polis et cordiaux avec les agents, personne ne parla. Finalement, après toutes les arrestations, les 17 personnes arrêtées dans le Minnesota et le Wisconsin ont rejoint les 53 autres et aucune d'entre elles n'a accepté de parler aux enquêteurs en échange d'une réduction de peine, ce qui a impressionné même les procureurs. Voilà pour l'omerta dont nous avons parlé plus tôt. Boone a engagé un avocat de Louisville qui a accompli sa mission de manière presque irréprochable. Un bref séjour dans les prisons et les établissements pénitentiaires locaux, toute l'équipe du Minnesota a été libérée sous caution, à l'exception de Johnny Boone, car dans son cas, il s'agissait non seulement de culture illégale de marijuana, mais aussi d'une violation de sa liberté conditionnelle. En réalité, ce n'était pas la première peine de prison de Johnny Boone. En mars 1982, il avait déjà été condamné à 5 ans de prison lorsque les forces de l'ordre avaient découvert sa grande plantation au Belize. Cependant, il avait été libéré avant, en automne 1984. L'une des conditions de sa libération conditionnelle en 1984 était qu'il n'avait pas le droit de quitter le Kentucky, mais Boone avait enfreint cette règle 3 ans plus tard car il avait de grands projets de culture de marijuana dans le Minnesota. Boone ne voulait pas plaider coupable, mais son avocat l'a convaincu car il risquait la prison à vie. Finalement, Boone a accepté et a été condamné à 20 ans de prison fédérale. Une précision s'impose ici. Au cours de la période décrite, la politique américaine à l'égard des trafiquants de drogue a subi quelques changements. En 1986, le président Ronald Reagan a signé l'Anti-Drug Abuse Act, une annexe importante à son programme de 1984. Cette loi était la manière dont le gouvernement fédéral disait non, comme l'a déclaré Reagan, ajoutant 1,7 milliard de dollars provenant des contribuables aux 2,2 milliards déjà dépensés chaque année dans la lutte contre la drogue, tout ça afin d'améliorer les programmes d'application de la loi, de durcir les sanctions pour les personnes qui enfreignaient les lois sur les stupéfiants et d'augmenter la masse salariale du gouvernement fédéral pour maintenir plusieurs milliers d'agents chargés de la lutte contre le trafic de drogue. Ces changements ont déclenché une bombe à retardement. Le 1er novembre 1987, tous les délinquants liés à la drogue ont été condamnés à des peines de 10 ans ou plus. Le seul soulagement pour Johnny Boone après son arrestation était que celle-ci avait eu lieu la dernière semaine d'octobre plutôt que la première de novembre.
Comme il avait été arrêté avant le 1er novembre, date d'entrée en vigueur des dispositions obligatoires de la loi de 1988 sur le contrôle de la criminalité, Johnny Boone n'a dû purger que 66% de sa peine. Le 29 avril 1988, Boone a été condamné à 10h30. Enfin, lorsque le juge lui a demandé s'il avait quelque chose à dire, Boone a prononcé un monologue qui aurait pu être une scène clé d'un film sur la Cornbread Mafia si un tel film avait été réalisé. Ainsi, il a expliqué que lui et ses collègues avaient choisi cette voie simplement pour gagner de l'argent face au chômage. Je ne cherche pas d'excuses, je dis simplement qu'en raison de la situation dans notre quartier, la marijuana était l'une de ces choses qui aident parfois les gens à gagner leur vie. Nous ne sommes pas des criminels, monsieur le juge. Nous ne sommes pas le genre de personnes qui font du mal aux autres. Nous essayons même de nourrir des familles qui ne sont pas les nôtres. Certains nourrissent même des jeunes enfants qui n'ont personne pour subvenir aux besoins de leur famille. C'est ce que nous faisons. Et personnellement, je suis vraiment désolé de ce qui s'est passé. Cela a causé beaucoup de problèmes aux familles et beaucoup de chagrin. Et j'espère que le tribunal traitera ce groupe de personnes avec clémence. Nous ne voulions faire de mal à personne. Après l'avoir écouté, le juge a dit merci et l'audience a pris fin. Bien que Johnny Boone ne fût pas le chef et que l'économie de la Cornbread Mafia ne dépendit pas entièrement de lui, son arrestation n'en fut pas moins un événement important. Un facteur psychologique a joué un rôle ici. Les membres de la Cornbread Mafia, qui étaient toujours en liberté, pensaient que puisque Johnny Boone, l'un des fondateurs de l'organisation, l'inventeur du Kentucky Bluegrass et un type charismatique et respecté, avait été arrêté, leurs chances de s'en sortir n'étaient pas meilleures. Les agriculteurs ont-ils abandonné leur commerce de marijuana? Non, ils avaient toujours des familles à nourrir et espéraient toujours avoir plus de chance que Boone. Comme l'a dit Joe Bickett, si vous continuez à jouer au dé, tôt ou tard vous serez éliminé du jeu. Nous connaissons tous les risques, mais nous avons continué à jouer. Et il devenait de plus en plus difficile de jouer. Tout d'abord, le FBI et la police s'étaient intéressés aux agriculteurs du comté de Marion et menaient une répression ciblée, utilisant des hélicoptères pour surveiller les champs depuis les airs. Ensuite, le marché était inondé de cocaïne, ce qui n'était pas propice aux affaires. La cocaïne faisait concurrence à la marijuana, et la demande pour l'herbe a diminué, mais ce n'était qu'un côté de la médaille. Pire encore, pour les agriculteurs, les membres de la Cornbread Mafia ne se privaient pas de cocaïne, ce qui les rendait moins efficaces et moins concentrés dans leur travail. En 1985, la cocaïne provoqua une fracture profonde au sein de la Cornbread Mafia, autrefois soudée et presque fraternelle. À un moment donné, deux forces dominantes ont émergé au sein de la Cornbread Mafia, Johnny Boone et Shoemaker. Shoemaker et ses hommes étaient basés au Kansas, tandis que Boone dirigeait ses équipes dans le Minnesota. Avant que le réseau ne soit démantelé et qu'ils ne soient tous arrêtés, les branches du Kansas et du Minnesota étaient presque en état de guerre froide. La consommation de cocaïne des gars du Kansas a conduit à une rupture majeure entre eux et Johnny Boone, qui voulait qu'ils arrêtent de faire ce boulot de merde. Le coup de grâce à la Cornbread Mafia a été porté lors d'une conférence à Louisville en 1989, après quoi les médias ont commencé à dépeindre l'organisation des agriculteurs comme une véritable mafia, ce qui a entraîné une augmentation du nombre de raids et du financement de ces derniers. La Cornbread Mafia s'est lentement effondrée. Johnny Boone s'est retrouvé à l'établissement correctionnel des États-Unis à Terre Haute, dans l'Indiana, une prison réputée pour être la pire du système pénitentiaire fédéral, où le gouvernement envoyait les prisonniers qu'il préférait voir morts. Terre Haute était, officieusement, une condamnation à mort pour la plupart de ceux qui y arrivaient, soit parce qu'ils mouraient de causes naturelles avant la fin de leur longue peine, soit parce qu'ils étaient tués par la population carcérale violente. Johnny Boone n'était pas un gangster, mais c'était un dur à cuire à l'apparence menaçante, qui savait se faire respecter, ce qui lui permit de s'y installer. Il se fit des amis, dont certains membres de la Cosa Nostra, et après avoir discuté avec eux, Boone apprit que pendant toutes ces années, les membres de sa Cornbread Mafia avaient observé un code du silence appelé Omerta. Comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Impressionné par cette découverte, Johnny Boone a même demandé à un tatoueur de lui tatouer le mot Omerta dans le dos. En avril 1993, Boone a été transféré dans un établissement à Manchester, dans le Kentucky, où il a rencontré les frères Bickett et tout un groupe d'hommes du Kentucky qui étaient incarcérés pour la même raison que lui. Cela ressemblait aux retrouvailles de vieux amis. Puis, à la fin des années 1990, alors que Johnny Boone approchait de sa libération, le bureau des prisons l'a transféré dans un établissement à Lexington, dans le Kentucky, à seulement une centaine de kilomètres de chez lui. Peu après, Jimmy Bickett a également été transféré là-bas afin qu'il ne se sente pas seul. Johnny a finalement été libéré en 1999. Cependant, en 2008, il a de nouveau été accusé de culture de marijuana. À ce moment-là, Johnny a disparu et on est resté sans nouvelles de lui jusqu'à son arrestation à Montréal, au Canada, en décembre 2016.
Il a été condamné à 57 mois de prison à l'établissement correctionnel fédéral d'Elkton, dans l'Ohio, mais a été libéré en juin 2020 en raison de l'épidémie de Covid. Boone est décédé à Lebanon, dans le Kentucky, le 14 juin 2024. Il avait 80 ans. La Cornbread Mafia a progressivement disparu. Certains ont été arrêtés, d'autres ont fini par abandonner cette activité risquée. Cependant, cela n'a pas contribué à révéler les secrets de cette organisation ambiguë. L'omerta des Kentucky a continué à perdurer même après l'arrestation des principaux dirigeants. Et savez-vous ce qui est le plus incroyable dans cette histoire ? Depuis 1996, plusieurs États ont progressivement commencé à légaliser la marijuana à des fins médicales. Dans le Kentucky, ça s'est produit en 2013. Et depuis 2012, à l'instar du Colorado et de Washington, certains États ont même autorisé la culture pour usage récréatif. Je peux imaginer Johnny Boone, perché quelque part dans les nuages, qui contemple paisiblement ses champs de cannabis, désormais parfaitement légaux.